Et un autre U du cyclone au lieu de l'ouragan en Premier League avec Newcastle United qui se fait racheter par le fonds souverain d'Arabie Saoudite pour la petite somme de 300 millions de livres, donc 400 millions de dollars US ou 500 millions de dollars canadiens. Donc le fonds souverain saoudien, l'État saoudien aurait la gestion de 80% du club et 20% appartiennent à un des partenaires financiers anglais, je pense. Voilà, le PIF, le Fonds d'investissement public saoudien, et acheté Newcastle United, un club légendaire de la Premier League, mais aussi un club en perdition depuis quelques années. Maintenant, tout le monde parle des richigismes saoudiens, comment maintenant j'ai des chiffres par rapport à leur richesse, par rapport à leur capacité budgétaire à recruter des joueurs, à recruter des entraîneurs. C'est cliché évidemment que Newcastle devient le plus grand club du monde. Est-ce qu'on peut y croire, messieurs, que Newcastle peut devenir le plus grand club de la Premier League et peut-être du monde avec tout cet argent-là? Donc c'est une longue histoire quand même. Ils avaient essayé depuis un moment de faire l'acquisition du club. C'était Mike Ashley qui avait le club et qui était très décrié par la fanbase de Newcastle. Et donc effectivement, comme tu le dis, c'est le fonds souverain d'Arabie Saoudite, le PIF en bon anglais, ainsi que on a quand même deux acteurs qui sont très intéressants à mentionner. Donc c'est PCP Capital Partners et qui est un petit peu en ce moment en fait la face de ce rachat, parce je pense que beaucoup de nos auditeurs ont vu passer Madame Amanda Stevely, qui est la personne qui en fait qui a permis que la vente se fasse, une espèce de fixeur, et qui elle donc est de PCP Capitals. Et ensuite on a aussi les frères Rubens, qui sont la deuxième famille la plus riche d'Angleterre, qui sont donc c'est un groupe média, je pense que c'est RB Media, Sport et Média pardon, et qui font en sorte que tu as quand même du beau monde qui sont impliqués. Donc on va dire Arabie Saoudite, le premier exportateur de pétrole dans le monde. C'est un gros fonds souverain. On parle de 400 milliards. C'est 13 fois la fortune de City, notamment. Donc, c'est vraiment le prince héritier qui est en charge de ce fonds souverain. Lui-même qui est quand même un homme un homme d'affaires, qui supervise, c'est pas lui qui est en charge vraiment là, c'est un autre Yassir El Rayoman, je pense. Et tu vois quand même que oui, il y a une énorme puissance financière. Est-ce que tu peux du jour au lendemain redevenir, parce que Newcastle, effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est un club qui a une grosse histoire en Angleterre. Est-ce que tu peux revenir du jour au lendemain? Non, mais tu as suffisamment d'éléments pour venir à terme bousculer la hiérarchie et te remettre en tout cas dans une conversation. Et c'est assez impressionnant ce qui se passe, et un deal qui est à la fois aussi géopolitique, hein, qui est aussi dû au récent rapprochement entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. On sait que le feed de beIN Sport était détourné en Arabie Saoudite et dans la région du Moyen-Orient, faisant perdre beaucoup de revenus à beIN Sport et mettant aussi beaucoup de tensions entre les deux pays, puisqu'ils ont aussi d'autres intérêts qui sont conflictuels. Mais il y a eu des rapprochements, et ces rapprochements-là ont fait en sorte que auprès de la Première Ligue, sachant que beIN Sport c'est quand même le plus gros c'est le plus gros partenaire médiatique mondial, le plus gros distributeur médiatique mondial, à partir du moment où il y a eu un accord entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ça a ouvert la porte à cet accord et donc à cette vente qui était depuis longtemps en gestation, mais en même temps, à partir du moment où il y a eu l'accord, on dirait que ça s'est fait sur un claquement de doigts. Et là, on a ce sentiment, oui, qu'il y a une forme de révolution dans le football, parce que tout d'un coup, tu as un gros acteur financier qui vient et qui donne pas l'impression de venir juste pour blaguer. On ne sait pas encore quelles sont complètement les intentions. Certains parlent d'un groupe d'une espèce de city group avec des clubs dont Marseille et l'Inter qui seraient potentiellement rachetés par ce même consortium. Peut-être que c'est ça l'avenue. Peut-être que c'était juste des écrans de fumée, notamment Marseille, où je vous invite à aller regarder l'hashtag VenteOM, où ça parle énormément de
de l'Arabie Saoudite qui aimerait bien, justement, parce qu'il y a le port de Marseille et l'ouverture sur toute la Méditerranée, à racheter le club marseillais. Peut-être que c'est un écran de fumée, peut-être que c'est une volonté dans le futur, on le sait pas, mais c'est dans tous les cas un énorme, c'est un séisme qui a mené récemment, hier ou avant-hier, Reg pourra me confirmer, une réunion des clubs de première ligue, dont Manchester City. Donc voilà, de toute façon, c'est nous les plus riches. Voilà. Donc que ça soit Manchester City ou Chelsea, je veux dire, les gens n'ont de rien. Et après même d'autres. Hein, je veux dire, West Ham, le propriétaire, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est des gens, ouais, non, mais c'est des gens qui parce qu'un peu, parfois il y a un peu ces questions de moralité, mais bon, je veux dire, le propriétaire de West Ham, il est dans la production de contenu adulte, et il y en a d'autres, c'est quand on commence à creuser, il y a énormément d'argent sale qui est à l'origine de leur fortune ou qui contribue à leur fortune, donc c'est toujours un peu compliqué. On a toujours un peu cette indignation très sélective selon les origines des propriétaires, mais il y a eu cette réunion là qui a été faite et qui effectivement ça pose des questions, et on essaye de voir un petit peu comment tout ça va être encadré au niveau du fair play financier, notamment au niveau des dépenses qui vont être faites, au niveau des transferts aussi qui sont à prévoir. Donc oui, c'est une grosse nouvelle dans le monde du football. Non, mais c'est comme tu dis, ce que je trouve vraiment trop marrant, c'est vraiment les gros clubs, les gros propriétaires qui s'indignent de ça, tu vois. Après, est-ce que c'est celui grossièrement, comme on dit, qui fait pipi plus loin, genre, c'est quand même souvent ça la bagarre, mais là, c'est vrai qu'ils arrivent avec un pouvoir financier qui est. Mais c'est ça qui est fou, c'est quand tu vois les supporters, ils savent que leur club, il va changer à jamais, en fait. Ils vont rentrer dans une autre dimension, forcément, parce que quand tu as des pouvoirs financiers, tu peux t'attirer un peu, puis je pense qu'on l'a vu au cours des dernières années, mais Newcastle, c'est pas Paris en termes de notoriété, en termes de ville, en termes d'attractivité non plus. Donc, je pense que c'est plus ça. Forcément, on va les regarder au prochain mercato qui va arriver très rapidement, mercato hivernal. Donc là, les rumeurs fusent, hein, évidemment. Hein, genre, tous ceux qui chauffent le banc un peu dans tous les clubs d'Europe. Coutinho, évidemment, le premier, là, il va être acheté plein prix, hein, parce qu'ils n'ont pas de problème. Le Barça vont peut-être se refaire en vendant 2-3 joueurs. Mais c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, c'est de changer de dimension en peu de temps. Puis ça reste dans la mesure du possible quand on voit les dernières fenêtres de transfert, comment les transferts se font, comment des joueurs changent de club à coup de. C'est des gros transferts. Donc il suffit qu'un club ait de l'argent. Puis l'attractivité de Newcastle, c'est qu'il est dans le meilleur championnat du monde. Donc c'est sûr que quand tu as beaucoup d'argent, Paris, eux, ils sont dans un championnat qui est moins compétitif que l'IPL, mais ça reste que c'est la plus belle ville du monde. Donc à partir du moment que tu as de l'argent puis qu'on t'offre de vivre à Paris, c'est un incitatif très intéressant. Donc non, ça va être à surveiller. Ça va être à surveiller. J'ai hâte de voir aussi. Je pense pas qu'ils ont vraiment dit qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion là des hauts dirigeants. Je sais pas trop. On sait qu'ils se sont rencontrés. De quoi ils ont discuté, je sais pas. Mais ça aussi, ça serait cool d'en avoir des suites, quoi. Aussi. Ce qui est intéressant, c'est que même si Newcastle sont relégués cette saison, ce qui est une possibilité, là, Ah ouais? Ils sont 19e. Ils sont 19e, hein. Okay. Ils vont clairement dégager Steve Bruce, ça c'est sûr. Mais le hic, c'est que financièrement, le projet financier des Saoudiens, ok, on se fait reléguer, on revient l'année prochaine, dans 2 ans, encore plus fort. Je pense quand même qu'ils vont mettre la main à la poche dès janvier. Non, ils vont tout faire. Ils vont tout faire, mais une relégation n'a pas d'impact financier sur eux. Je parle des propriétaires. Non, sur toute la Championship et un championnat aussi où il y a quand même beaucoup d'argent, puis les clubs, les stades sont pleins aussi. Je veux dire, c'est une des deux qui est forte. Mais même le revenu, genre, ils s'en foutent du revenu, tu vois, je veux dire. Parce que juste pour vous dire, les chiffres qu'ils affichent là, Abu Dhabi, 300 milliards, les fonds, ces chiffres-là, c'est pas vrai. Les montants sont beaucoup plus grands. Genre. Ça, je vous garantis, là, les montants de ces fonds d'investissement du Golfe Persique, là, je vous garantis, c'est pas des vrais chiffres. Les vrais chiffres sont beaucoup plus grands parce que
Il y a des riches qu'on ne sait même pas qu'ils existent dans ces pays-là. On connaît pas leur nom, puis c'est assez fascinant comme monde. Mais c'est que par rapport au projet financier, Newcastle relégué, bon, ça a juste freiné le plan d'1 an, tu vois. Mais évidemment, côté prestige, quand tu achètes un club de Premier League, c'est pour y rester. Tu restes Premier League grand, tu ne veux pas te la riser. Tu ne veux pas la riser de la Ligue, tu ne veux pas être le nouveau riche, le nouveau arrivé riche qui se fait déjà reléguer, tu vois. Mais juste que financièrement, il n'y a pas de stress dans le sens, ok, bon, too bad, on va être frustré, mais on va faire table rase. Mais financièrement, c'est pas un impact. C'est pas comme si de la même façon, le Paris Saint-Germain peut se faire reléguer, ce qui est impossible, mais financièrement, ça n'a pas un impact sur les fonds souverains du Qatar, tu vois. Donc c'est quand même fascinant de ce genre d'économie. Mais c'est quand même des bons économistes, ces gens-là. Ils ont fait de l'argent parce que ils ont fait de l'argent intelligemment, ils ont fait de l'argent en perdant des deals de business, etc. Mais je trouve ça, c'est des économies du football qui est fascinante. Et là, ils ont le plus grand player officiel, en tout cas dans les chiffres, qui a Il y a jamais un impact sur leur ego quand même, sauf. Hein. Ah oui, l'ego, clairement. Vas-y, continue, Julien, vas-y. Non, je disais simplement que le Newcastle me fait penser un petit peu au Manchester City quand ils sont arrivés. Je pense que là aussi, pareil, il va y avoir un investissement massif à partir de janvier sur des joueurs de, entre guillemets, catégorie 2 qui vont certainement acheter à des prix beaucoup plus importants que le marché. Donc il va y avoir certainement des clubs là à l'affût sur ce club-là. Et après, il y a juste un truc, je suis pas d'accord. Je pense pas qu'une relégation, même si ça n'a pas d'impact financier, je pense que ça serait vu comme pas un drame, mais presque. Ils sont pas venus pour acheter un club qui va descendre dès cette année-là. Ils sont venus pour. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'ils vont, de toute façon, Newcastle va pas descendre. Genre, comme tu dis, en janvier. Non, oui. Oui, ben c'est ça. Je pense que des gens, eux, ils viennent. Et dès janvier, l'équipe elle va avoir un nouveau visage, je crois. Et c'est quand même parti pour. Mais on va pas trop s'éterniser là-dessus, hein, mais il y a quand même le côté aussi. Je pense sur quoi les gens s'interrogent aussi, c'est un peu tout le côté un peu la différente vision des droits de l'homme qui se passe en Arabie Saoudite, puis qu'un club comme ça, qu'une nation comme ça, je pense, achète le club. Genre, quelle vision ça a, comment les gens, tu sais, je veux dire, on va toujours prendre ça avec des pincettes, évidemment, mais c'est toujours un peu ce côté-là qui ressort. C'est comme il faudrait que je le retrouve, il y a un papier là-dessus par rapport justement, un peu toute cette haine qui ressort par rapport au PSG en disant justement que le PSG a été acheté par le Qatar, puis que le Qatar, etc., par rapport à la Coupe du Monde, le truc des passeports, des gens, des esclaves, etc. Mais on oublie aussi toutes les bonnes choses que le Qatar fait aussi, tu vois. Tu sais quoi, je dirais même pas dans cette direction-là, genre comme Red, comment de t'avoir interrompu, vas-y. Mais j'irais un peu dans la direction inverse. Je sais, est-ce qu'on fait des procès d'intention à des propriétaires américains? On peut faire la liste de tout ce que les États-Unis font dans le monde. Hein. Je pense qu'on aurait on aurait des podcasts à en plus finir. Donc c'est toujours fascinant cette espèce de double hypocrisie en fait, parce que selon les origines des propriétaires, on a des procès d'intention qui sont légitimes, effectivement, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement questionnables, qui sont criminelles, qui arrivent dans les pays de ces propriétaires-là. Sauf que l'autre hypocrisie est qu'on fait jamais la réflexion sur les mêmes, les mêmes, sont pas forcément les mêmes, mais sur des exactions qui parmi les autres propriétaires. Donc où là on assume que non, mais on arrive à trouver des motifs, des raisons où tout simplement on ne se pose pas ce type de questions, tout en sachant que après le temps fait entre guillemets malheureusement son œuvre, et si au début on se pose des questions sur comment Abramovich obtient son argent en achetant des stocks de l'URSS et faisant de l'argent dans le gaz, des Gazprom et autres, en étant aussi un des amis de Vladimir Poutine, après de Ligue des Champions on se pose plus trop les questions et on souligne le travail exceptionnel de Thomas Tuchel, etc. Donc c'est ça aussi le football, et cette espèce d'hypocrisie
généralisée qui fait que Ouais. de plus en plus que le football est à l'image de la société et de tous les travers que la société a, et plus peut-être finalement on finit par accepter ou banaliser ces situations, puisque on n'est plus dans un football qui serait vertueux. En fait, on est suffisamment éduqué aujourd'hui pour refuser l'idée que le football est une exception et est un objet vertueux sur lequel il n'y a pas, comme il y a toujours finalement eu, même qu'on creuse dans l'histoire du football, quand tu essaies de comprendre. Et pourquoi, en fait, Johan Cruyff, au sommet de sa carrière, il va pas en Argentine pour la Coupe du Monde 78? Mais qu'est-ce qui se passe? Et que tu creuses ce genre d'histoire et que tu comprends les dessous de ce genre d'histoire, finalement, tu comprends que le football n'était pas exempt de tous les travers de la société. Donc, oui, voilà. Donc, comme un peu à l'habitude, on va avoir cette espèce de ces discussions, pas nous, je te dirais, mais c'est comme un peu les mêmes d'ailleurs. Ils vont avoir cette discussion un petit peu, puis et après ils continueront de fermer les yeux et de l'ouvrir quand le coup de sifflet va retentir. Moi, C'est le fameux. je sais pas si vous en avez parlé, Reg, ou pas, mais parce que je suis pas un pro dans les IPL, mais d'un niveau sportif, pourquoi Newcastle? Est-ce que Newcastle est un club fondateur de la IPL? Est-ce que c'est un club centenaire? Est-ce qu'il y a... Parce que je me suis posé la question quand j'ai vu cette nouvelle, en fait. Non, mais c'est comme Sid l'avait dit, c'est quand même un club qui a une histoire en IPL. C'est un club qui a gagné des coupes, qui a eu des parcours en Coupe d'Europe. Ils ont eu déjà. Est-ce que Leeds est la même chose que Newcastle, par exemple, ou pas? En termes Moi, d'aura? je pense que Newcastle, c'est un peu plus gros que Leeds, je Ah, d'accord, pense. ok. Et Newcastle, tu as quand même eu, il y a eu des grands joueurs, genre des grands internationaux aussi. Tu as Alan Shearer qui était quand même à Leeds à un moment, qui est le meilleur buteur de Newcastle, l'histoire. Je veux dire, Ok. non, c'est quand même gros. Là, c'est pas un petit club, tu vois, Newcastle. Genre, je veux dire, quand Newcastle est descendu, c'était un peu un séisme quand même. C'est pas, après, ils sont pas restés longtemps des deux, mais ça reste quand même un gros club en Ligue anglaise. Donc, après, il y a, comme partout, il y a toujours des intérêts. Il y a un port aussi près de Newcastle. Genre, c'est pas, je pense que ça s'appelle le Tyne quelque chose. Je sais plus, Tyne, j'ai oublié là. Donc, tout est dans le commerce, tout est comme il y a, tout est business et il y a un intérêt, mais c'est pas non plus, ils vont pas à Bournemouth, tu vois, genre, je veux dire, ils vont quand même dans un club qui a un minimum Non, mais c'est d'histoire, juste pour qui a un comprendre. gros fanbase aussi. C'est un des gros stades où il y a je pense, une des plus grosses ambiances d'Angleterre, elle est à ce stade-là, justement, à St. James Park. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est bon. Et surtout, c'est un club qui était prêt à se faire vendre aussi. Ça a bougé. C'est un club qui était prêt à se faire vendre. Puis ça, ce club est un club historique, mais l'histoire, avec le temps, tu deviens différent, on t'oublie. Donc, Leeds, c'est sympa. Moi, j'adorais Leeds. Là. Ils ont disparu. Non, j'aurais pu dire Everton aussi, tu vois, je sais pas. Ouais, mais tu sais, après Alan Smith, l'épopée Champions League, tout ça, Leeds, c'était zéro. Quoi. On s'en foutait. Là, il revient, on est content. Après, ils vont disparaître pendant 10 ans, puis ils vont s'en foutre. La même chose pour Newcastle. Quoique Newcastle a un nom plus historique, je pense que dans l'ère de la Premier League, tout ce qui arrive avant 92, je pense qu'il faut que l'histoire commence à un moment donné. Avant Premier League et après Premier League. Puis Newcastle a Bobby Robson a été coach longtemps. Exactement. J'avais oublié. C'est un club qui a 4 fois champion d'Angleterre. Ouais, mais 6 il y a coupes longtemps. d'Angleterre. Ouais, je vais te dire c'est quand les dates là, mais. Je suis pas sûr que ils n'ont pas été champions. Ils ont été champions genre avant la Première Guerre mondiale. Là. Je suis pas sûr. Mais c'est un club qui a rien gagné quasiment. C'est un fait. Mais en termes de palmarès de joueurs, c'était un club très britannique, très anglais, avec des légendes qui passent par là. Ils ont eu des grands joueurs. Ils ont des grands joueurs et des grands entraîneurs. Kevin Keegan notamment. Michael Owen, ça a mal fini pour lui. Ruud Gullit a été coach. Ah ouais. Graham Souness, Sam Allardyce. Non, mais c'est un club qui avait du budget, tu vois. Mais ça fascine. Le point que si toi vous avez par rapport la géopolitique, tout ça, là, ça me fascine les médias mensonges là. Je trouve ça fascinant. Et plus ce que les gens vont faire, on va juste faire malheureusement la hiérarchie des malheurs. Ouais, mais l'Américain qui a des compagnies Walmart, whatever, qui donnent des salaires d'esclaves aux employés, c'est pas comme le pays qui discrimine les femmes. Oui, c'est vrai, mais tu sais, ils font l'hierarchie des malheurs malheureusement, puis c'est normal, c'est vraiment foutre des classements un peu tristes comme ça. Mais c'est ça, c'est compliqué la vie malheureusement. Et puis,
Shit, je savais pas. Quoique l'Arabie Saoudite, j'avoue que c'est flagrant quand même. Là. On va pas ressemblant. Ils ont des choses assez flagrantes. Mais moi, c'est tout le temps que l'exemple parfait de site, c'est pas pour Chelsea, quoi. Abramovich, dans quel monde est-ce qu'on pense que genre. Tu sais qu'un gars qui sort de l'après-URSS n'a aucune influence de Poutine et d'autres. Je suis pas là pour faire un film de Tom Clancy, mais juste pour dire la perspective et, comme dit Zebda, ma chanson préférée, le bruit et l'odeur et la couleur font que Le bruit et les odeurs. les bruits, les odeurs et les couleurs font que tu pointes de doigts à certaines personnes et pas d'autres. C'est dommage. Mais dans l'écosystème de la Premier League, ce club qui voulait se faire vendre par Mark Ashley, il ajoute un autre joueur important qui va vraiment. Il se peut qu'il métamorphose un peu comme le PSG a fait en Ligue 1 puis en Europe, hein, avec les mercatos de fou, quoi. Il se peut qu'il change encore la donne d'une façon. Est-ce que ça existe? Est-ce que Et Newcastle comme je te dis, il y a ce côté aussi, comme c'est kiffant d'aller à Paris, tu vois. Genre, je veux dire, il y a quand même quelque chose, c'est attractif. Genre, Je suis d'accord. Newcastle, c'est pas Londres, là. Je ne veux pas dire qu'en Angleterre, tu n'as que Londres, là, mais je veux dire, c'est beaucoup plus. Quand tu prends Chelsea, tu as quand même plus de chances quand même d'attirer du monde. Est-ce que Liverpool qui réussit, c'est un gage de réussite pour le tourisme de Liverpool? Peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a du tourisme pour le club de foot? Peut-être, mais c'est pas une ville qui est nécessairement. Genre, c'est Liverpool, tu vas pour le club de foot. Si tu as un gars l'externe, quelqu'un de l'externe. Mais oui, c'est fou. Paul Gascogne, formé à Gaza, Newcastle. Gaza, Imagine, ouais. formé à Newcastle, plus de 100 matchs avec eux, plus de 104 matchs. Gaza. Non, Newcastle, c'est comme pour te répondre, Julien, oui, c'était un bon club de Premier League. Mais bon, qui s'est perdu comme beaucoup se perdent. Ça, c'est normal. Même des grands clubs se perdent. Exact. Là, c'est ceux qui nous écoutent. Ils supportaient Newcastle en dehors du stade qui sont en train de célébrer l'annonce officielle de la vente. Non, mais t'imagines, genre, leur club va passer dans une autre dimension. Genre, c'est fou, genre. Ils le savent. Ouais, non, c'est assez. Parce que je me rappelle, il y avait beaucoup de frustration après la première vente avortée. Enfin, Newcastle était vraiment mécontent, très mécontent. Mais je me demande si cette vente était faite, mais ils l'ont juste annoncé un an et demi plus tard. Mais c'est assez intéressant. Si tu veux, on peut finir là sur. Il y a Tony et Bruno là qui demandent de parler. C'est vrai que c'était marrant. Ça, je pense que c'était pendant la Coupe du Monde. Je pense que il joue à Football Manager là dans l'avion? Ouais, exact. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt marrant. Tiens, je trouvais ça, je l'ai. Hop, there you go. Et voilà. C'est bon, vous l'avez? Vas-y. Parti. Avec Newcastle, champion de Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, Community Shield, et Super Cup. Quel nerd. Quel coach. Je suis dans le panthéon du football anglais. C'est un dealer en 2027. Pas mal. Non, dealer, regarde, c'est pas mal. C'est un bon palmarès. J'étais à Newcastle, je t'ai acheté 134 millions. Ça Newcastle. Ouais, Newcastle. Il fait pas chaud là-bas. Le vieux tonton qui a même 23 ans, puis c'est le vieux pépère. Il fait pas chaud là-bas. Hein. Chaud là-bas. Déjà, même sa réponse, on dirait elle est préparée, ce mec-là. Ce mec-là est né prêt. Sa tri was born ready. Même sa réponse, elle est. Voilà. Sur ce, on clôt. Whatever. L'émission officiellement est maintenant finie dans quelques secondes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct seulement sur patreon.com/Baroblique un football club